Commencé en 2016, le projet de la friche Saint-Sauveur a reçu les foudres des associations. Parmi elles, l'association LHA, représentée par Camille et Caro, œuvre contre un projet qu'ils jugent incohérent. Donc depuis 2016, il s'est passé que des gens collectivement ont voulu mener une action qui avait d'abord pour sens de s'opposer à un projet d'aménagement qui était né à la fin des années 2000 et qui a pris la forme d'un appel à projet en 2012 et qui s'est conclu par la validation du projet GEL, du nom de l'architecte danois Jan Gehl, qui consiste, n'est-ce pas, en la construction de 2500 logements, 55 000 m² de bureaux et 35 000 m² de surface commerciale, à quoi s'est ajouté en 2016 le projet d'une piscine olympique avec 5 bassins, devenus 3 aujourd'hui, et une fosse de plongée la plus profonde d'Europe, à 42 mètres de profondeur. En plein cœur de l'île Moulin, les collectifs ont fait de cet endroit un lieu de partage où peuvent venir les habitants du quartier. Ici vivent également plusieurs migrants, ils vivent depuis plusieurs mois en communauté. Là, ce qu'on a voulu créer ici, c'est un endroit où les personnes en expérience de rue et les personnes migrantes qui sont aussi en expérience de rue puissent vivre ensemble. Quand on dit vivre ensemble, c'est-à-dire que ça ne veut pas être un ghetto, on ne veut pas créer un ghetto, on ne veut pas mettre des gens à l'écart dans des murs où personne ne les verrait, mais on veut créer un espace où des personnes puissent se rencontrer, se loger, dormir, mais aussi avoir une vie collective, comme faire à manger ensemble, installer un coiffeur, il y a un couturier. La moitié des personnes qui habitent là sont des personnes qui font des études, donc qui dorment là, qui après vont dans leur lieu d'études, qui après se retrouvent un endroit où les associations peuvent venir pour les orienter, pour les aider dans leur démarche administrative, pour les personnes françaises qui ont peut-être des problèmes psychiatriques, pouvoir renouer avec leur tuteur, tutrice et tout le suivi médical auquel ils ont droit et dont ils ont besoin. En fait, c'est un lieu de vie qu'on a voulu construire. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cet espace, ça revienne. C'est pour ça que notre collectif s'appelle les habitants-habitantes, parce qu'on veut que cet espace revienne aux habitants-habitantes qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer des projets, qui ont envie d'avoir un lieu où ils et elles peuvent venir et créer des choses. Là, à côté, par exemple, il y a des gens qui font des potagers, parce qu'il y a des personnes qui habitent dans des immeubles et qui n'ont pas d'espace vert, qui font un potager. Ici, peut-être que des personnes auront envie d'avoir un espace pour promener leurs enfants. Enfin, on ne peut pas décider à l'avance de ce dont les gens vont avoir besoin, mais c'est à eux et elles qui ne connaissent même pas leurs besoins parce qu'on leur demande tellement jamais ce dont ils ont besoin, mais juste leur dire, venez, il n'y a aucun danger, cet espace c'est à vous, parce que c'est votre vie, c'est financé avec nos impôts, donc ça nous appartient. Venez, il y a un grand espace, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Cependant, le cloisonnement de la friche a entraîné une sensation d'insécurité et a augmenté le trafic de drogue. Alors que la police et les associations ne viennent plus dans le camp, les conditions deviennent inhumaines. Dès qu'on ouvre une brèche, la mairie la clôture. Et les conséquences de la clôture, ça invisibilise les gens qui sont là, ça les ghettoise, donc ça les coupe de toutes les personnes environnantes, de tout le quartier. Ça entraîne que tous les trafiquants viennent ici en se disant chouette, il y a un endroit où on est protégé, on est caché, contrairement à ce qui se passe dans les immeubles. Et petit à petit, ça fait trois mois que tous les trafiquants des faubourgs de Lille viennent investir la friche. Et nous, on lutte tout le temps pour ça en disant non, ouvrons la friche et laissons les gens rentrer. Les personnes qui habitent dans le quartier, laissons-les retourner dans la friche. D'un autre côté, il y a justement, comme tu disais, cette image qui est véhiculée d'un endroit dangereux. On aurait peur d'aller parce qu'on va se faire agresser. Tout à l'heure, on est passé, on a vu les gens sont très gentils. On ne se sent pas du tout en danger quand on est ici. Alors, on se sent moins bien qu'avant parce que vu que les assos n'osent plus venir ou ne peuvent plus accéder parce que tout est fermé, il y a un amoncellement de détritus qui donne l'impression qu'on est dans un ghetto, dans un endroit dangereux, alors que ce qu'on faisait avant, c'était, on a organisé, Camille l'a dit tout à l'heure, on a organisé des fêtes, les gens venaient, il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait des tournois de foot, les gens venaient avant que ce soit fermé. C'est une zone de non-droit, l'expression mérite d'être questionnée, mais que les pouvoirs publics ont favorisé, avec la conséquence qu'on pourrait craindre, c'est-à-dire, une fois que nous sommes arrivés à certaines extrémités, eh bien, les forces de police vont venir dégager brutalement tout le monde. Les personnes qui habitent là sur ce camp, pour la
quelques-uns d'entre eux bénéficient d'une allocation pour les exilés, mais la majorité sont revenus de la France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ces gens sont là pour bénéficier des allocations. Donc le peu d'allocations qu'il y a, c'est partagé entre tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas d'allocation, ce sont les livreurs Uber Eats qui viennent chez nous quand on fait livrer de la nourriture parce qu'on n'est pas capable de faire à manger nous-mêmes. Ce sont eux qui font ça, parce qu'ils sont exploités par des personnes qui ont les comptes Uber Eats et donc qui sous-traitent leurs comptes en faisant travailler ces personnes-là, qui gagnent rien du tout. Il y a aussi tout le bâtiment, par exemple l'Illénium. Et là, je ne vous dis pas par des souhaitirs, mais il y avait une personne qui habitait chez moi, une personne migrante qui habitait chez moi, qui partait à 5h du matin et qui allait construire l'Illénium. Donc son travail, ça consistait à porter des blocs de carrelage au 4e étage, donc sans ascenseur, sans machine, pour participer à la construction de l'Illénium. On dit c'est beau, l'Illénium, tout ça. C'est juste devant l'hôtel de police. Donc derrière l'hôtel de police, il y avait des travailleurs illégaux qui étaient exploités. La maire de Lille, Martine Aubry, ne répond plus aux sollicitations des associations ni de l'opposition. C'est en voyant l'action autour de la friche Saint-Sauveur que l'élu municipal Faustine Balmel décide de quitter la majorité. Première action, c'était de venir voir, d'aller sur le terrain, rencontrer les associations, rencontrer les gens qui y vivent, parce qu'il y a des personnes à la rue qui y vivent. Et face à ce qu'on a vu, donc une situation assez grave en termes sociaux, ça a été d'alerter les services de la mairie, puis de la préfecture et du département, de la métropole aussi, pour mettre un peu tous les acteurs autour de la table pour résoudre au maximum la question sociale sur la friche. Donc ça fait 1 an qu'on alerte, qu'on envoie des courriers, qu'on sollicite, qu'on fait des interventions au sein des instances, conseils, etc. Et qu'on continuera jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'initiative de Romain Lefebvre a commencé il y a 2 ans. Au départ, il décide de réaliser un documentaire sur les élections municipales à Lille. Cependant, son tout premier documentaire prendra une autre tournure, intitulé La ville en friche. Il sortira fin novembre. Ce que j'ai découvert, c'était un lieu très 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 vivant, aussi avec une dimension sensible très très forte. Et c'est vrai qu'il tranche par rapport à ce qui entoure dans la ville de Lille. Donc ce que j'ai découvert, moi je me suis intéressé à la friche d'abord justement par des paroles, par des discours que je pouvais entendre, des arguments. Et quand je suis arrivé sur le lieu, pour faire un documentaire, c'est un lieu super parce qu'il y a plein de choses à voir. En termes visuels, c'est très riche. Donc voilà, ce que j'ai découvert, c'est déjà le lieu, les choses, la respiration qu'on trouve ici, la richesse naturelle, mais aussi les gens. Après, voilà, c'est un lieu qui réunit des enjeux, mais qui est aussi un lieu où il y a de la vie. Alors voilà, ça peut être plus ou moins ponctuel selon les périodes, l'engagement des gens peut varier aussi. Mais il y a aussi des activités qui se font régulièrement. Bon, ici on est sur le Belvédère, on voit les potagers, les gens qui viennent entretenir régulièrement. Donc c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, justement de ne pas être à un moment donné que dans le discours, que dans les arguments de l'ordre un peu rationnel, mais vraiment d'être aussi sur le lieu, de voir ce qui se fait. Ma démarche, elle a été assez spontanée, donc il n'y a pas... ça s'est fait en faisant un petit peu, là, ça s'est structuré, l'écriture, on va dire, est venue dans la durée, et l'intention a priori, comme je le disais, c'était plus... Ce que j'ai commencé par faire, c'est lire, en fait, lire les documents du public, vraiment me documenter, m'armer aussi. Et en étant sur le terrain, en faisant des images, ça a complètement dévié. Et c'est là où en documentant, ça m'a aussi révélé ce que disent les associations, en fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment cerner ce qui se joue ici sur la friche, juste en restant de manière totalement isolée sur le lieu. Et mon idée, ce soit à la fois qu'on soit un petit peu dans une dimension sensible, mais qu'en même temps on fasse ressortir des enjeux. Je voulais pas que ce soit un film juste joli, sur un lieu lui-même joli. J'ai fait des belles images, c'est assez facile ici. Là j'ai filmé le coucher du soleil, des choses comme ça, c'est bien, il faut. Mais en même temps, je voulais aussi que le spectateur sorte de là, se dise pas juste ah oui, moi je suis pour la nature, je suis contre le logement, mais qu'on fasse sentir vraiment des tensions, des enjeux, et que ça arme aussi un petit peu les gens. L'association Parc, dont Bénédicte Divaillé est la coprésidente, a lancé une action en justice en 2018. Le 23 septembre prochain, le tribunal administratif délibérera sur le projet Saint-Sauveur, une décision qui décidera de stopper ou non la suite du projet. C'est une date décisive, c'est l'audience au tribunal administratif de notre affaire. Donc en fait, il y a 3 ans, on a donc attaqué en justice les délibérations de la MEL
déclarer l'intérêt général du projet pour pouvoir faire la modification du plan local d'urbanisme et en fait commencer les travaux. Voilà. Donc nous on a interrompu ça au tribunal il y a 3 ans. Le juge a gelé tout projet en attendant que nos arguments soient examinés sur le fond. Et donc ce jeudi 23 septembre, nos arguments seront examinés sur le fond par le juge administratif. Et donc on saura si il entend nos arguments qui sont de faire valoir que finalement on conteste en fait l'intérêt général du projet de la ville parce que pour nous il y a risque de pollution de l'eau, risque d'aggravation de la pollution de l'air et puis aussi on fait valoir que c'est la dernière opportunité pour la ville de créer un espace de nature. Donc voilà, donc c'est pour ça que là sur cette décision on sait qu'on a raison. Sur le fond, on sait que notre cause est légitime, on sait que finalement on est en train de préparer l'avenir, enfin nos avenirs, l'avenir des générations qui viendront après, mais en même temps on ne sait pas si la justice est prête à l'entendre, en fait, maintenant. C'est donc maintenant au tribunal administratif de décider de la suite du projet. En attendant, nous continuerons à vous informer sur le projet de la Friche Saint-Sauveur sur Boom Média.